Allez, on va tout de suite prendre la direction de New York. On retrouve sur place Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Merci d'être avec nous. Je le disais, un chiffre de l'emploi énorme pour le mois de février aux États-Unis. Alors il y a toujours beaucoup de détails à regarder, mais le chiffre en tant que tel, la 295 000 créations d'emplois, c'est 40, 50 000 peut-être créations de postes de plus que ce qu'anticipaient le marché et les économistes. Absolument, et on arrive avec le meilleur taux d'emploi en 15 ans aux États-Unis. C'est quelque chose d'absolument remarquable. Par contre, il faut quand même lire à travers les lignes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Alors, ce qui est bien, évidemment, c'est le taux de chômage qui baisse, 5,5%. Ce qui est très bien, c'est aussi ce qu'on appelle underemployment, les gens qui sont, par exemple, employés à temps partiel. Ce taux baisse, on n'en est plus qu'à 11%. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'en fait, les salaires n'augmentent même pas autant que ce qu'on avait attendu. Ils augmentent en hausse annuelle de 2% et ils augmentent en hausse mensuelle de 0,1%. Alors pourquoi c'est pas bien? C'est parce qu'en fait, c'est assez difficile en ce moment pour la Réserve fédérale à la fois d'augmenter les taux en se basant sur l'amélioration du marché du travail, si les gens qui trouvent des emplois n'ont pas une augmentation de leur salaire. Donc je pense que ce chiffre d'aujourd'hui, il plaira ou il déplaira à tout le monde, mais en tout cas il ne peut pas éclairer un tout petit peu plus la Fed par rapport à sa future politique. Bon, pourtant le marché a des réactions assez tranchées là. Je le disais, le taux à 10 ans US, le taux long là, qui monte de quasiment 10 points de base, c'est quand même pas anodin sur le marché obligataire, et on remonte à 2,2%. Donc il y a quand même peut-être certains opérateurs qui estiment que la hausse des salaires va intervenir à un moment, enfin une vraie hausse significative. Je pense qu'il y avait beaucoup d'opérateurs, surtout qui s'étaient mal positionnés, parce que vous savez qu'avec le mois de février qui avait été particulièrement rude, si on attendait 235 000 créations d'emplois, le chiffre qui était plutôt chuchoté dans les salles de marché, c'était 200 000. Donc tout le monde s'était exactement positionné dans l'autre sens. Et ça explique peut-être aussi la force de ce rallye sur le dollar ce matin. Ça explique aussi pourquoi les futurs américains sont un petit peu en baisse, et ça explique pourquoi en fait les taux remontent aussi rapidement. Je crois que c'est un positionnement où les opérateurs de marché étaient un peu pris à contre-pied. Oui, vous l'avez dit, le dollar là qui monte effectivement face à un ensemble de devises et notamment face à l'euro. Du coup, l'euro lui s'effondre là sous 1,09 $. On est tombé à 1,0870 environ au plus bas du jour après la publication de ce chiffre. On célèbre un anniversaire aujourd'hui, Grégory. On aura l'occasion d'en reparler avec vous puisqu'on vous retrouvera après l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Mais voilà, c'est les 6 ans du bull market américain. Vous vous souvenez du 6 mars 2009, Grégory ? Non, absolument pas, parce que vous savez que quand on est au plus bas du marché, il n'y a pas un drapeau, il n'y a pas une fusée qui nous indique qu'on est au plus bas. Donc c'est sur les semaines après qu'on a vu que le marché reprenait. Mais ce que je dirais, ce que je suis surtout frappé ce matin, c'est le manque de couverture médiatique de ce bull market. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, malheureusement, les Américains n'ont pas tellement profité de cette hausse des marchés. Ils sont moins investis maintenant qu'ils ne l'ont jamais été sur les 15 dernières années. Et en fait, pour beaucoup d'investisseurs, ils ont laissé passer un train en marche. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera donc après l'ouverture pour commenter donc cette séance qui va commencer dans une vingtaine de minutes. Petite baisse attendue à Wall Street après ce très fort chiffre de l'emploi aux États-Unis pour le mois de février. On aura l'occasion d'y revenir très largement au cours de cette émission. Un quart d'heure de cotation à New York. Et on retrouve Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services à New York. Grégory, on vous retrouve. On va revenir sur le chiffre de l'emploi, mais peut-être premier commentaire sur Apple qui va intégrer le Dow Jones. Il y a pas mal de choses à savoir sur la composition et la manière dont est pondéré le Dow Jones, qui faisait que Apple en était resté à l'écart, mais maintenant Apple peut intégrer le Dow Jones. C'est un symbole fort déjà. Oui, c'est un symbole fort parce qu'il faut d'abord se souvenir que la dernière fois que des compagnies technologiques avaient intégré le Dow Jones, c'était en 1999. Et on parlait à ce moment-là de Intel et de Microsoft. Alors évidemment, actuellement, quand on parle technologie, on parle beaucoup plus Internet, téléphone, réseaux sociaux. C'est vraiment, je dirais, le moment que Apple intègre le Dow Jones. L'autre chose, il faut noter que c'est la plus grosse valeur au niveau de sa capitalisation au monde, avec plus de 700 milliards de dollars de capitalisation. Mais en rentrant dans le Dow Jones, elle ne deviendra pas la plus
plus grosses valeurs du Dow Jones, parce que comment les prix des actions sont comptabilisés dans le Dow Jones, ben justement d'après leur cours et non d'après leur capitalisation. Donc Apple à 128 représentera la 4 ou 5e valeur en importance de pourcentage du Dow Jones. Elle aura à peu près l'importance d'un United Technology. Voilà, allez-y, pardon, oui, je vous coupe, allez-y. Non, je dirais que donc ce qui est vraiment important, c'est que ça pousse un peu plus le Dow Jones, la composition du Dow Jones vers la technologie. Et c'est certain qu'actuellement, si vous regardez la compagnie qui sort du Dow Jones, AT&T, il faut savoir qu'il y a une autre compagnie dans les télécoms dans le Dow Jones, c'est Verizon. Est-ce que ces deux compagnies qui sont en gros des distributeurs de capacités avaient vraiment encore leur place? Non, je pense que c'est non seulement une bonne décision, mais une décision qui va être quand même aussi porteuse peut-être de nouveaux changements dans l'avenir. Pourquoi? Je vais vite m'expliquer. Si vous regardez le S&P 500, les 4 plus grosses valeurs dans le S&P 500 dans la technologie, vous avez Facebook, vous avez Google, vous avez Apple, vous avez Amazon, vous arrivez pratiquement au quart de la capitalisation du S&P 500. Bon, moi je suis désolé, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur d'entendre. On est très content qu'Apple remplace AT&T, l'opérateur télécom historique aux États-Unis. Nous, le changement qu'on a au sein du CAC, c'est Peugeot qui va remplacer Gemalto, qui est une des rares boîtes techno, des grosses boîtes techno en France qui était cotée au CAC. On fait un peu le mouvement inverse, quoi. Oui, c'est vrai que moi ça me fait mal au corps pour vous. Disons, oui. Je pense que c'est une très curieuse décision. Il faut quand même noter aussi que AT&T dans le Dow Jones était membre de l'indice depuis 1916. Donc vraiment là, ça a pris très très longtemps pour s'en séparer. Bon, il nous reste 1 minute 30, 2 minutes pour reparler de ce rapport mensuel sur l'emploi et réexpliquer aussi pourquoi les actions sont en baisse aux États-Unis sur ce chiffre très fort de l'emploi. Grégory, je le rappelle, près de 300 000 créations d'emplois en février. C'est beaucoup plus que ce que les économistes attendaient, notamment en raison des conditions météo du mois de février qui étaient encore assez compliquées, on va dire. Oui, je vous dirais que la réaction du marché, elle est tout à fait lisible et elle est carrément banale. C'est-à-dire que dès qu'on a des chiffres macroéconomiques un peu forts aux États-Unis, ça réintroduit la crainte d'une hausse des taux d'intérêt avant l'été. Qui dit hausse des taux d'intérêt avant l'été amène un tout petit peu d'inquiétude dans les marchés. Pourquoi? Parce que vous disiez vous-même que vous alliez fêter cet anniversaire du bull market du S&P. Il faut se souvenir que s'il y a eu un bull market tellement important dans le S&P 500, c'est quand même en grande partie grâce au quantitative easing de la Réserve fédérale. Et la fin d'un quantitative easing est déjà arrivée, mais on n'a pas encore eu ce resserrement des taux. Donc c'est clair que ça peut amener un tout petit peu un élément d'inquiétude. Mais je dirais que net, comme on dit, une économie qui arrive à créer des emplois à ce rythme-là, qui est le rythme le plus fort depuis 15 ans, qui a plus que 5,5% de chômage, qui est très très près du plein emploi, devra être de toute façon porteur pour les marchés assez rapidement. Bon, voilà, donc réaction effectivement un peu épidermique des marchés dans cette phase de transition. Hein. On change de régime et donc c'est un peu compliqué, ça crée un peu de volatilité, c'est normal, mais effectivement à terme, hein, si on est à 5% de chômage aux États-Unis, ça devrait faire l'affaire de tout le monde a priori, Grégory, y compris des actions américaines. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous et bon week-end du côté de New York. Le président de Mescart Financial Services chaque après-midi avec nous pour commenter l'actualité des marchés américains, des marchés qui sont donc en repli, hein, rien de bien méchant, recul de 0,35% sur le Dow Jones. Le CAC 40, économiste pour le Royaume-Uni chez Barclays. On va commencer avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis et ce taux de chômage là qui est passé en un mois de 5,7 à 5,5% donc pour le mois de février. Anne-Sophie. Un taux meilleur que prévu. 295 000 emplois ont par ailleurs été créés le mois dernier. Là aussi, les attentes ont été dépassées. De très bons chiffres donc, mais pas aussi bons qu'il n'y paraît. Écoutez Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. On arrive avec le meilleur taux d'emploi en 15 ans aux États-Unis. C'est quelque chose d'absolument remarquable. Par contre, il faut quand même lire à travers les lignes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien. Alors,
ce qui est bien évidemment, c'est le taux de chômage qui baisse, 5,5%. Ce qui est très bien, c'est aussi ce qu'on appelle underemployment, les gens qui sont par exemple employés à temps partiel. Ce taux baisse, on n'en est plus qu'à 11%. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'en fait les salaires n'augmentent même pas autant que ce qu'on avait attendu. Ils augmentent en hausse annuelle de 2% et ils augmentent en hausse mensuelle de 0,1%. Alors pourquoi c'est pas bien? C'est parce qu'en fait c'est assez difficile en ce moment pour la Réserve fédérale à la fois d'augmenter les taux en se basant sur l'amélioration du marché du travail, si les gens qui trouvent des emplois n'ont pas une augmentation de leur salaire. Donc je pense que ce chiffre d'aujourd'hui, il plaira ou il déplaira à tout le monde, mais en tout cas il ne peut pas éclairer un tout petit peu plus la Fed par rapport à sa future politique. Bon, un mot à ce sujet, Florence.